Nous ne laisserons pas les ennemis de la Révolution détruire nos acquis. Que la terreur soit à l'ordre du jour. C'est le prix de la liberté. Robespierre, vertu, souveraineté et vertige de la terreur. La nuit a un son, un tocsin qui cogne, une foule qui retient son souffle, des pas précipités dans des couloirs de pouvoir. Nous sommes au cœur de l'été 1794. À Paris, un homme est tombé. Robespierre. On l'a empêché de parler, on l'a arrêté, puis on l'a déclaré hors la loi. À l'hôtel de ville, la confusion se referme sur lui. Son procès expéditif sera le 10 Thermidor. La Révolution dévore l'un de ses visages les plus célèbres. Mais pour comprendre cette chute, il faut revenir loin au nord, à Arras, le 6 mai 1758. Il naît dans une famille de juristes. Sa mère meurt tôt, le père s'éloigne. L'enfant grandit avec cette dureté intime qui forge parfois des caractères et des obsessions. Boursier, il monte à Paris étudier. Au collège, il croise des futurs acteurs de la Révolution, dont Desmoulins. Il devient avocat, un homme de mots, de dossiers, de logique, et surtout un homme qui croit que la justice peut corriger l'ordre social. L'avocat d'Arras plaide, publie, se fait remarquer, jusqu'à être primé par une académie savante pour un mémoire qui discute l'infamie des peines et la responsabilité collective. Une question très lumière, très morale déjà. Il écrit aussi des textes, des poèmes, des pièces d'esprit. La biographie moderne souligne même un épisode d'humour devenu emblématique, l'éloge de la tarte. Sous la formule, il y a un rappel. Avant la légende, il y a un jeune homme qui apprend à convaincre, à structurer un argument, à serrer une phrase. Puis vient 1789. Les États généraux s'ouvrent. La France se met à parler haut, et lui avec elle. Député, il entre dans le tumulte. Il bataille sur un fil. Élargir le peuple politique, rendre la souveraineté réelle, dénoncer les mécanismes qui maquillent la domination en gouvernement. À la tribune, il lance des phrases qui claquent encore. L'homme est né pour le bonheur et pour la liberté, et il accuse ceux qui proclament la souveraineté du peuple tout en la chargeant de chaînes. L'intransigeance, la probité affichée, le refus des compromis trop faciles, le surnom s'installe, l'incorruptible. 1792. La monarchie s'effondre, la République se cherche, la Convention juge un roi. Là, Robespierre ne parle plus seulement en avocat, il parle en homme d'État. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. C'est une phrase de salut public, pas une phrase de procédure, et tout est déjà là. La souveraineté populaire, la guerre autour, la peur intérieure, et cette conviction que la Révolution ne survivra pas à demi. Le roi montera sur l'échafaud, on lui retirera sa redingote et sera guillotiné ce 21 janvier 1793. De 1793 à 1794, la République affronte des fronts extérieurs et des fractures intérieures. Un gouvernement d'exception se met en place. Comité de salut public, tribunal révolutionnaire, accélération répressive. Et en septembre, la loi des suspects définit des catégories très larges, capables d'aspirer dans les prisons ceux dont la conduite, les relations, les propos ou les écrits paraissent hostiles à la liberté. La centralisation s'affirme, au nom d'une république une et indivisible. L'urgence devient méthode. Robespierre, entré au comité en 1793, théorise une morale politique de crise. La terreur, dit-il, peut se prétendre justice prompte, sévère, inflexible. Une violence présentée comme instrument de salut, arrimée à une idée de vertu publique. Et la Révolution est aussi une histoire de visages proches, de fidélité et de rupture. Avec Marat, il y a des combats communs, contre le roi, les Girondins, les enragés, et une complémentarité d'influence. Avec Danton, il y a un soutien réel, puis un bras de fer sur la fin des mesures d'exception. Avec Hébert, la pression inverse, durcir encore. Avec Desmoulins,
l'ami d'enfance, la cassure devient tragédie. Entre ces deux bords, Robespierre dit vouloir naviguer entre deux écueils, la faiblesse et l'excès. Mais le gouvernement révolutionnaire tranche. Hébert est exécuté en mars 1794. Danton et Desmoulins le sont en avril. À mesure que les têtes tombent, la solitude politique grandit. Dans le même temps, il veut moraliser, au sens propre. Il présente un rapport sur le culte de l'être suprême. Il cherche une religion civique, une scène commune, un langage de vertu pour tenir la République. Mais l'homme se fatigue. Il parle lui-même de ses forces et de sa santé qui ne suffisent plus. Ses absences alimentent les suspicions, les rumeurs, les haines. Puis vient l'ultime séquence. 8, 9, 10 thermidors. Le discours, la peur, l'arrestation, la mise hors la loi, la blessure, l'exécution. Alors, que reste-t-il? Un dilemme que l'histoire rouvre sans cesse. La terreur fut-elle une tyrannie ou une défense désespérée de la République en danger? Un monstre ou un homme pris dans un engrenage fait de guerre, de factions, d'institutions d'exception? Les archives et les historiens n'abolissent pas la contradiction. Ils la rendent lisible. Et c'est sans doute cela, la véritable scène finale. Robespierre n'est pas seulement un homme mort en 1794. C'est une question posée à chaque république qui prétend sauver la liberté par la force. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt sur Mythes et légendes en question. The Time Machine.